Partons désormais à Severodonetsk avec le maire de la ville, Oleksandr Striuk. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. On sait que la Russie concentre son offensive dans le Donbass, que sa principale cible, c'est votre ville. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur ce qui se passe dans votre ville ? Eh bien, vous savez, la situation est assez difficile. Nous ressentons constamment sur nous la pression exercée par l'artillerie russe. Ils tirent sur notre ville, ils tirent sur les quartiers résidentiels, ils essayent de semer l'horreur pour empêcher nos forces armées de mener les opérations de défense. Néanmoins, nous avons déjà des mesures en place pour soutenir notre ville et la ville continue à fonctionner. Au cours des dernières 24 heures, nous avons subi 7 tirs violents. Il y a une femme âgée qui est morte sous les tirs, sous les bombes, car sa maison a été détruite. D'autres maisons ont été détruites. La situation est assez difficile, mais nous tenons bon. 7 tirs violents, vous nous dites ce matin, qui se sont produits ces dernières 24 heures et qui ont fait au moins un mort. Nos équipes ont suivi les combattants ukrainiens qui se battent dans votre ville et on voit à quel point la résistance ukrainienne parvient à freiner en partie les soldats russes. Comment, de quelles armes, de quelles munitions vont vous disposer pour pouvoir résister aux Russes ? Eh bien, vous savez, nos forces armées ont les armes de poing et l'artillerie, mais il faudrait perfectionner ces capacités, augmenter ces capacités, car des armes plus puissantes sont utilisées contre nous et cette situation ne nous donne pas toute la possibilité de nous défendre pour défendre notre ville contre nos ennemis, contre les envahisseurs russes. Face aux frappes, aux tirs incessants sur votre ville, combien de temps pensez-vous pouvoir tenir ? Nous tiendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Nous espérons que la logistique nous permettra l'approvisionnement en nouvelles armes plus performantes qui nous permettront de libérer ces territoires au plus vite pour revenir aux frontières historiques de la région de Louhansk. Monsieur le maire, plus largement dans le Donbass, comment jaugez-vous l'avancée de l'armée russe à l'heure où nous parlons ? Eh bien, ils essayent de s'emparer de Severodonetsk. Ils donnent leurs assauts à plusieurs reprises et ils essaient de prendre aussi les villes avoisinantes et la localité Rubizhne. Ils essaient de contourner Severodonetsk et encercler Severodonetsk. Ils essayent par tous les moyens de priver notre ville de communication ou liaison avec le reste de l'Ukraine pour nous briser, mais nous assurons la résistance nécessaire. Pourquoi les Russes ont fait de votre ville une cible prioritaire à l'est de l'Ukraine ? Eh bien, notre ville, notre ville est le centre administratif de la région de Louhansk. Et sur ce territoire, c'est le dernier avant-poste qui tient bon et qui ne se soumet pas à la Russie. Et compte tenu du fait qu'après 2014, la ville de Louhansk a été occupée, le centre administratif de la région
région est devenue notre ville, Severodonetsk. Les combats sont intenses, est-ce que vous nous précisez ce matin? Est-ce que des civils ont fui? Combien d'habitants restent-ils depuis que les combats ont commencé? Eh bien, depuis que les combats ont commencé, il reste, je dirais, 10%, donc je dirais 15 000 personnes restent encore en ville. 15 000 personnes dans votre ville. Nous avions 130 à 135 000 habitants partant de paix avant ces hostilités, donc maintenant il reste à peu près 15 000 personnes sur place. 10%, 10% de la population environ qui reste dans votre ville. C'est ça la réalité des combats qui sont en cours à Severodonetsk. Les Russes affirment vouloir libérer le Donbass des Ukrainiens pour libérer la population pro-russe. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Eh bien, vous savez, ce n'est pas nous qu'il faut libérer, c'est les territoires occupés par les Russes qu'il faudrait libérer, car les Russes qui les ont occupés leur imposent leur vision déformée du monde. Ici, les gens se sentaient bien à l'aise, ils parlaient la langue qu'ils voulaient et nous développions correctement, mais malheureusement, ces combats, ces hostilités ont détruit beaucoup de parties de notre ville et notre communauté en souffre. C'est quand même effrayant le chiffre que vous nous avez donné. 15 000 personnes qui restent à Severodonetsk, alors qu'il y en avait 135 000 avant le début de l'offensive russe. Est-ce que vous estimez que l'aide que vous recevez, notamment l'aide occidentale, est à la hauteur pour vous permettre de tenir? Eh bien, vous savez, dans cette situation, on ne peut pas avoir peu d'aide. Eh bien, c'est vrai que nous recevons l'aide, mais la Russie renforce aussi de son côté ses capacités. Donc, il faut que cette aide arrive pour que nous puissions assurer cette défense et libérer nos terres. Merci beaucoup, Alexander Striuk, maire de Severodonetsk. Je vais y arriver. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps en direct sur LCI. Et merci à Tatiana Ilyushina pour la traduction. C'est effrayant, Magali, ce que l'on vient d'entendre de la part de monsieur le maire sur les tirs qui sont en cours, sur les morts et sur tous ces civils qui ont fui leur ville. Je le disais, les Russes en ont fait une cible prioritaire dans le Donbass. Et pourquoi ? Parce que cette oblast de Lugansk, toute cette région administrative, a donc une partie qui est une république séparatiste. Et l'objectif manifestement des Russes au départ était d'abord de prendre tout l'oblast, toute cette région de Lugansk, avant de s'attaquer plus à l'ouest à l'autre région du Donbass, Donetsk. Et en fait, il n'y arrive pas. Ce qu'on voit bien, c'est un front qui se fige dans le Donbass depuis 15 jours. Et il n'y a pas d'avancée majeure. Il y a des tirs d'artillerie qui sont massifs, mais on ne voit pas au sol des troupes russes qui véritablement avancent. On a l'impression d'un piétinement. Et plus au nord, dans la région de Kharkiv, plus au nord-est, on a même des forces ukrainiennes qui sont passées à la contre-attaque et qui ont réussi à repousser une partie des troupes russes de quelques kilomètres. Il n'y a pas de changement majeur, mais on a vraiment en fait un front qui se fige dans cette région. Et l'objectif de Vladimir Poutine pouvait être de se dire au moins d'arriver à récupérer toute cette oblast de Lugansk, dont Severodonetsk est donc la capitale administrative. Et depuis 15 jours, on voit bien qu'il n'y arrive pas, alors qu'il ne reste plus
tant de territoire que ça à conquérir, mais ils n'y arrivent pas. On a des troupes au sol qui piétinent. Pour aller plus loin, Catherine, André, expliquez-nous, carte à l'appui, où on est justement précisément l'offensive russe à l'est du pays. Depuis 15 jours maintenant, les Russes, ils progressent très péniblement. En fait, vous voyez en jaune, c'est toujours notre code couleur, les territoires qui sont tombés aux mains des Russes. Eh bien, cette carte, elle n'a quasiment pas bougé depuis 15 jours. C'est quasiment la même carte. On va notamment s'arrêter pour l'illustrer sur le front nord, dans le Donbass, autour de Kramatorsk, qui est un bastion de la résistance ukrainienne. Le 20 avril dernier, les Russes, ils étaient arrivés autour de Zarikne, c'est à 50 km, vous voyez, de Kramatorsk. Aujourd'hui, eh bien, ils ont très peu avancé puisqu'ils sont autour de Liman. Liman, c'est 40 km de Kramatorsk. Autrement dit, en 2 semaines, ils n'ont progressé que de 10 km, ce qui semble être une progression assez lente. Et c'est la même chose sur toutes les lignes de front, parce qu'il y a eu plusieurs axes d'attaque des Russes, mais pour l'instant, ils butent ici à 50 km de Kramatorsk. Ils butent également ici autour de Sevierodonetsk parce qu'il y a beaucoup de résistance. Il y a dans cette zone du Donbass des combats acharnés, des combats très intenses, mais pour l'instant les bastions de la résistance, Sevierodonetsk, Kramatorsk, tiennent malgré une campagne d'intenses bombardements de la part des Russes qui ont pilonné le Donbass. Les Ukrainiens qui tiennent grâce aux armes livrées par les Occidentaux. Ils lancent même, vous l'avez entendu il y a un instant avec Magali, des contre-offensives autour de Kharkiv avec des localités qui ont été reprises. Contre-offensives également autour de Kherson avec des villages qui auraient été repris par les Ukrainiens. Merci beaucoup Catherine, André, pour ce point très complet sur la situation sur le front dans le Donbass. Général, est-ce que les Russes sont mis en difficulté ? Oh, oui, ils sont mis en difficulté depuis le début. On voit bien qu'ils ont de graves difficultés. Et dans ce genre de combat, la défensive a un avantage certain sur l'offensive. Et d'ailleurs, quand on compare les forces nécessaires, on dit que pour attaquer, il faut être au moins à 3 ou à 5 contre 1. Et on voit bien que les troupes russes ont beaucoup souffert, donc les rapports de force sont inférieurs à cela, très sûrement. Donc on a évidemment une grande difficulté. On a vu des défensives durer extrêmement longtemps parce qu'on s'accroche. Et quand on regarde les pertes russes et les pertes ukrainiennes en matériel, les pertes russes sont plus importantes que les pertes ukrainiennes. Parce que pour sortir, vous devez attaquer. Donc le char sort de son trou et avance. Et donc avec les armes anti-chars ou antiaériennes contre les hélicoptères dont sont de plus en plus équipés les Ukrainiens, eh bien on peut stopper les offensives. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur le Donbass ? Parce que dès le départ, évidemment, les Ukrainiens craignaient que les attaques se fassent là. Et donc, d'abord, la défensive avait été préparée. On s'est militairement préparé une offensive avec des obstacles, des champs de mines, etc. Donc c'était prêt. Et d'autre part, on sait également que les meilleures troupes ukrainiennes étaient là. Et d'ailleurs, elles le sont encore. C'est bien pour ça qu'elles tiennent. Et c'est bien pour ça que les troupes russes veulent non seulement attaquer, mais les encercler en venant d'Izoum et en venant du sud, de manière à couper les lignes de ravitaillement. Alors vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi Sévérodonetsk ? Parce que Sévérodonetsk est une espèce de coin. C'est une espèce de coin qui n'est pas pris, une espèce de saillant. Et donc les Russes ne peuvent pas continuer à avancer en conservant derrière eux des forces qui pourraient les contre-attaquer. Pourquoi Kramatorsk ? Parce que Kramatorsk est un nœud ferroviaire. On a vu que la gare a été bombardée dans des conditions dramatiques il y a 3 semaines à peu près, et un nœud routier qui tient. Et les forces ukrainiennes du Donbass étaient d'ailleurs commandées à partir de Kramatorsk. Maintenant, elles ne le sont sûrement plus, mais c'était ça. Donc on a 2 points extrêmement importants dont les forces russes doivent se saisir si elles veulent conquérir le Donbass complètement, en particulier avant le 9 mai. Et on va partir sur le terrain à Sévérodonetsk, où nos reporters ont suivi les combattants ukrainiens au plus près de la ligne de front. Reportage signé Benoît Cristal, Guillaume Aguerre et Irina Fourny. Ce lycée ukrainien a été bombardé la veille de notre arrivée sur place. Faites attention où vous marchez. Ce soldat vient constater les dégâts et chercher un endroit sûr pour son unité, mais l'artillerie russe n'a pas fini de bombarder. Les obus tombent toutes les 30 secondes.
Vous voyez leur position? Les Russes tirent depuis la forêt là-bas au loin. Il faut partir. Nous ne le savons pas encore. La Russie vient de lancer une dizaine d'attaques simultanées comme celle-ci partout dans le Donbass. Si on avait des systèmes d'interception modernes, ou bien des canons français, ce serait déjà fini. En nous éloignant de la ville de Lysychansk, nous voyons la contre-offensive ukrainienne se déployer. Ici, 2 hélicoptères volent à basse altitude. Et sur la route, une batterie de missiles ukrainiens se dirige vers les zones attaquées. Cette guerre d'artillerie redouble de violence depuis 2 semaines. C'est notre quotidien. Des frappes par milliers. Nous arrivons à Sivirodonetsk. C'est là que travaillent les soldats qui nous accompagnent. Il faut courir de nouveau, car l'armée russe tient les abords de la ville. Ici, elle piétine et ne parvient pas à enfoncer les lignes ukrainiennes. Là, c'est la ligne de front. On les tient.